Bonjour, mon nom est Nathalie Durocher, avocate entrepreneur chez Delegatus. Bienvenue à Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Guilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires Banque Nationale, CRU ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de dommages. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Merci de m'inviter. Je suis tellement contente d'être là. J'aime la formule. J'ai visionné là, quelques épisodes et puis je trouve ça rafraîchissant pour l'industrie de l'assurance, votre formule de podcast. Je me sens choyée d'être ici. Là. Je suis privilégiée que vous m'ayez invitée. Puis je vais me prêter au jeu, même si c'est un peu stressant, j'avoue. Là, t'as pas à t'en faire. Hein? On aime le dire. C'est un peu comme une discussion entre trois amis autour d'une bière, quoi qu'on n'a pas la bière. On n'a pas la bière, malheureusement. Mais on t'a invité aujourd'hui pour parler d'enjeux et d'actualité, parce que je pense que tu dois te faire... Questionner. Je pense que tu es une experte dans plusieurs domaines qui nous touchent. Donc, Oui, puis avec ce qui se passe en ce moment, tu étais la bonne personne pour parler de ça. On est bien content que tu sois là aujourd'hui. Avocate chez Delegatus. Delegatus, merci de le préciser. Je suis avocate spécialisée en assurance et en conformité réglementaire chez Delegatus. En fait, je suis avocate entrepreneur. Delegatus, c'est un collectif d'avocats. On est 35 avocats et on a une formule bien différente là, des grands cabinets et des cabinets plutôt traditionnels. Oui, donc intervenante en assurance, un peu plus loin que ce qu'on était habitué de recevoir à l'épisode, puis c'est parfait comme ça. J'aimerais ça que d'entrée de jeu, on explore la question de l'accident de parcours. Tu as dû le voir dans les autres épisodes que si tu as écouté. On a nommé accident de parcours étant notre thématique parce qu'on pense que c'est une réalité qui est propre ou du moins qui est réelle en assurance. Beaucoup de gens cheminent avec un transfert, un accident de parcours est atterri en assurance de dommages, puis on aime le dire qu'il reste par amour. On voulait savoir si c'était le cas pour toi. Comment es-tu arrivé à tomber dans ce beau milieu-là qui est l'assurance? C'est un long parcours. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'accident de parcours. Puis vous en jugerez par vous-même. Mais moi, premièrement, c'est sûr que je n'étais pas prédestinée pour être avocate et non plus pour être dans le milieu de l'assurance. Là. Je viens d'un petit village de moins de 300 habitants dans la région de Portneuf qui s'appelle Saint-Gilbert, le même village que le sénateur Clément Gignac. De génération en génération, les Durocher, là, c'est des fermes agricoles et des fermes laitières. Mes parents sont des ouvriers, en fait, sont à la retraite maintenant. Mais c'est ça. Donc, moi, dans mon environnement, là, j'avais personne en assurance, puis j'avais personne en droit non plus, sauf un oncle qui pratiquait dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, mes jeunes, j'étais studieuse. J'adorais apprendre et la littérature m'intéressait beaucoup. J'aimais beaucoup m'imprégner d'un sujet, puis en discuter après, puis convaincre les gens. Donc, rendu au secondaire, bien là, j'avais un petit peu le problème inverse que la majorité de mes amis. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'ambition et beaucoup de sujets m'intéressaient, sauf que j'avais peu de moyens. Donc, il fallait que je trouve quelque chose, que je travaille assez rapidement. Donc, je suis allée voir un conseiller en orientation, puis on s'est assis, on a fait des tests, et puis ce qui est ressorti de ça, c'est que je pouvais m'en aller en histoire, en journalisme, en littérature, ou plutôt en droit. Et puis, cette option-là m'intéressait. Mais je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose de plus concret là, pour être capable de rentrer sur le marché du travail assez rapidement. Alors, j'ai fait une technique juridique. Et ça s'est avéré une très bonne décision parce que j'ai fait mes 3 années de technique juridique. Puis ensuite,
Dans la vingtaine, j'ai travaillé une bonne dizaine d'années comme technicienne juridique, parajuriste, bibliothécaire, responsable d'une bibliothèque de droit, responsable de la formation de stagiaires et d'étudiants dans la recherche juridique en ligne. Et à un certain moment, j'étais en contact avec les plus grands auteurs. J'étais dans la bibliothèque et tout ça. Puis je m'imprégnais là, de ça. Je faisais beaucoup de recherches aussi pour assister les avocats. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas m'inscrire au certificat en droit? Alors, en même temps que j'ai eu mes enfants, j'avais des cours à l'université par les soirs, en plus de mon travail à temps plein. Et j'ai complété très rapidement les 10 cours du certificat. Puis là, je n'avais pas le droit d'en prendre d'autres. Et j'ai laissé mon emploi. Puis l'emploi disait non, tu as fait ton certificat, là, c'est assez. Là. C'est ça. Non, on ne peut pas arrêter là. Alors, je me suis inscrite à l'université. J'ai fait mon bac en droit en 2 ans. Il fallait que ça aille vite parce qu'il fallait que je revienne sur le marché de l'emploi. Et ensuite, mon barreau en accéléré. Et je savais... J'ai eu la piqûre, en fait, de l'assurance sur les bancs d'école. Je ne sais pas si vous le savez, mais retourner à l'université dans la trentaine avec 2 enfants, c'est pas chose facile. Oui, vraiment. Mais j'étais captivée. C'était comme un cadeau que je me faisais. Puis j'avais un professeur du droit des assurances absolument extraordinaire qui s'appelle Didier Luel. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Là, on était plusieurs à l'avoir. Et Didier Luel, c'est une encyclopédie. Puis là, ça réunissait en un sujet tout ce que j'aimais. Tu sais, l'histoire, la littérature, la lecture de la jurisprudence, écouter des professeurs super intéressants et connaissants. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt en moi. Donc, j'ai lu toute la jurisprudence qui citait jusqu'aux petites heures du matin. Les enfants se réveillaient de bonne heure. Il fallait que j'aille les porter à la garderie, puis je retourne à l'université. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben ça va être de la responsabilité civile que je vais faire, ça va être de l'assurance. C'est ça que j'aime faire. Donc, quand est venu le temps de choisir mon stage, j'ai été chanceuse. J'ai eu plusieurs offres. Ça arrive souvent quand tu as un profil un peu plus mature, quand tu es à la recherche d'un stage. Et puis, j'ai choisi un cabinet qui avait des racines en assurance, dans lequel j'ai eu une super belle évolution. J'ai eu la chance d'avoir des mentors très connaissants qui m'ont enseigné des choses qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. Et puis, j'ai à ce moment-là, non seulement développer mon expertise en assurance, mais aussi un autre champ de pratique qui est la conformité réglementaire, qui est un petit peu moins sexy que le litige. Là, mais on l'a vraiment vu, l'accident de parcours. Là. Tu sais, qui nous amenait en assurance, ben, tu sais, c'était à l'université, le professeur, M. Didier. Oui, Didier. S'il n'avait pas été là, peut-être que... tu serais allé vers un autre secteur du droit. Je pense pas, parce que ça serait revenu. Sérieusement. Donc, je pense que l'accident est aussi peut-être le professeur qui m'a donné la piqûre, mais, tu sais, moi, mon père voulait que je devienne comptable. Là. Puis, tu sais, parfois, même aujourd'hui, des fois, il me parle de droit immobilier. Il se mêle un peu sur ce que je fais vraiment dans la vie, mais c'est moi qui ai dirigé ma carrière dans ce sens-là, en conformité réglementaire et en assurance, parce que j'aime profondément le domaine de l'assurance. J'aime les gens en assurance. Je participe à des levées de fonds, des fondations, des activités en assurance, des formations. J'ai été présidente de l'Association du barreau canadien, en fait, présidente de la section assurance et litige civil de l'Association du barreau canadien pendant 2 ans. Ça fait 12 ans que je suis sur ce comité-là. J'organise des conférences avec des juges, des gens de l'industrie. C'est un sujet que je trouve passionnant. Et aujourd'hui, après 15 ans de pratique, puis 10 ans comme parajuriste, bien, ce que j'aime, c'est que j'en suis à un niveau où je vais participer à l'avenir de l'industrie. Et là, on est à un point charnière avec de l'évolution incroyable, de changements historiques au niveau de la loi, de la réglementation, avec plein de challenges reliés à plein de sujets qui touchent directement à l'industrie.
et j'ai cette expertise-là. Donc là, je trouve que c'est passionnant. Là, vraiment. En tout cas, moi, je le remarque déjà, ta passion. Puis, on voit que c'est naturel pour toi de t'y intéresser. Ça n'a pas l'air d'être un travail. Là. Ah, mon Dieu! Je me compte chanceuse d'être payée pour ce que je fais des fois. C'est le fun. Ouais. Je vais juste prendre quelques instants. Oui, est-ce que tu connais Primaco? Primaco, c'est un de nos partenaires du podcast. Primaco, c'est une compagnie qui fait du financement de primes d'assurance pour nos clients. Et puis, premièrement, on les remercie d'être encore une fois partenaires de notre deuxième saison. Puis également, je veux partager avec les auditeurs que Primaco a maintenant un portail pour les assurés. Donc, les assurés peuvent eux-mêmes aller sur le portail et, dans le fond, mettre leurs coordonnées bancaires, faire des paiements par leur carte de crédit ou autre moyen de paiement qui est offert. Donc, c'est un service qui est offert en français et en anglais aux assurés. Donc, on incite les courtiers à utiliser leur service. Définitivement. C'est peut-être un peu loin de ta pratique, mais c'est des genres de services qui sont grandement utiles pour nous dans notre opération day-to-day. avec, mais c'est avec pas nos si clients. loin de ma pratique que ça, parce que ça, c'est un petit peu... c'est pas l'assurance en ligne, mais c'est un peu des services en ligne, des services financiers en ligne. Puis ça fait partie de ma pratique aussi. Là. Puis c'est tant mieux, cette évolution-là. On en avait tellement besoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais le milieu de l'assurance a tellement été conservateur et traditionnel pendant de nombreuses années. Depuis les 10 dernières années, tous les changements, vous avez pris les bouchées doubles, là, tout le monde. Il en reste beaucoup à prendre. Non, ben, tu sais, faut mettre la pédale dans le fond au niveau technologique et changement et adaptation. Donc, oui, c'est positif ce qui arrive en ce moment. Ça nous fera un beau pont vers le projet de loi. Mais avant d'aller là, je pense que ça serait intéressant de définir un petit peu les représentants légaux en assurance. C'est quoi leurs actions? Quel est leur rôle principalement? La première chose qui nous vient en tête, c'est quand il y a des litiges, mais c'est pas juste ça. Il y a beaucoup plus que ça. En effet, et moi, je travaille fort à démystifier là, le rôle du conseiller juridique en assurance. Vous avez exactement la bonne personne, je pense, pour en parler, parce que, on pourrait être plusieurs pour en parler, évidemment. Oui, bien là, sûr. Je veux pas... mais moi, ma pratique en assurance, c'est pratiquement 95% de ma pratique. Et ça va beaucoup plus loin que les litiges, que la défense des intérêts de l'assureur et des intérêts de l'assuré dans le cadre de réclamations ou de la demande en justice là, pour l'assuré. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ma pratique, elle a un spectre extrêmement large et il y a vraiment beaucoup de services juridiques qui sont offerts dans le domaine de l'assurance. Et je vais essayer de les résumer rapidement, puis je m'excuse pour mes confrères si jamais j'en oublie. Mais je vais faire un petit peu la chaîne. C'est quoi pour moi de A à Z? Par quoi on passe dans la chaîne de distribution d'un produit? C'est quels sont les services qui sont reliés à chacune de ces étapes-là. Parfait. Alors, il y a la création du produit, le développement d'un produit d'assurance. Alors, moi, je fais ce genre de travail-là aussi, c'est de développer un nouveau produit pour le marché. On est dans je ne veux pas me répéter, mais on est dans un milieu, dans une période charnière, il y a des développements de nouveaux produits. On n'a rien qu'à penser là, dans les dernières années au cyber-risque, la cyberassurance, les rep and warranties. Il y a eu, il y a quelques années, les assurances-titres. Il y a ça bouillonne de nouveautés, de nouveaux produits. Fait que quand on parle de nouveaux produits, le rôle du légal, c'est vraiment la production du libellé. Oui. La réflexion aussi derrière. J'imagine les enjeux reliés à... Ah oui, tout à fait. Puis, qu'est-ce qu'on veut couvrir? Qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, c'est un accompagnement qui se fait là. OK. Mais en fait, je vais revenir avec des exemples plus précis, mais tu sais, étant donné que notre marché est très niché au Québec, dans le reste du Canada, par exemple, c'est un petit peu plus facile d'arriver avec un produit américain
ou européen, puis de l'adapter au marché canadien, suivant certains ajustements, dépendamment des provinces. Mais ici, avec un droit des assurances qui est complètement différent, mais il faut l'adapter, le produit, puis il faut le traduire aussi vers le français. Donc, moi, je ne suis pas une traductrice, mais j'ai une équipe de traducteurs et parfois on reçoit, par exemple, une police en environnement qui est utilisée à l'étranger ou aux États-Unis, puis on dit, bon, mais on aimerait ça le vendre au Québec. Mais là, il faut réviser ce produit-là, l'adapter au droit québécois, s'assurer que c'est en ligne avec ce que l'assureur veut offrir. Ensuite, le traduire et s'assurer que les avenants et la police et l'application sont conformes au droit québécois et que la distribution de ce produit-là se conforme au droit québécois également. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, tu as des produits, puis je sais que ça s'éloigne un petit peu peut-être de votre pratique, là, mais il y a des produits qui sont considérés dans le reste du Canada comme étant des produits de garantie complémentaire. OK? Mais au Québec, c'est de l'assurance. Alors là, quand tu arrives avec un assureur national, lui, il veut distribuer, par exemple, des produits de distribution sans représentant à travers le Canada. Bien là, le Québec, on est différent, puis c'est toujours un peu... Fait que ça prend quelqu'un qui connaît ça, puis qui dise, OK, bien là, je vais vous accompagner, c'est pas si compliqué que ça, voici les étapes que vous devez faire. Ça vous prend un guide... Maintenant, anciennement, c'est un guide de distribution, ça vous prend un sommaire, ça doit être présenté de telle façon, ça doit être vendu de telle façon au moment de la vente du bien, tout ça. Donc, c'est d'accompagner le client dans l'établissement du produit, d'avoir un libellé qui est conforme au cadre législatif et réglementaire et s'assurer que la distribution du produit le soit également. Donc, c'est important de se tenir à jour puis de connaître, démystifier là, les précisions qui peuvent avoir un impact direct sur la responsabilité du manufacturier du produit qui est l'assureur et sur tous les acteurs de la chaîne de distribution du produit pour éviter des écueils en bout de ligne. Parce que notre marché est vraiment spécial. Oui, niché. On ne peut pas se comparer aux autres provinces, si je comprends bien, ni aux États-Unis. C'est pas pareil. À cause du Code civil, là, c'est complètement différent. Là, c'est sûr qu'on va parler plus tard de certains changements récents, mais au Québec, on a le Code civil, on a la loi sur les assureurs, on a la loi sur la distribution de produits et services financiers, on a la loi sur les technologies de l'information, le cadre juridique des technologies de l'information, on a la Charte de la langue française, on a la loi sur la protection des renseignements dans le secteur privé. On a beaucoup de lois qui se distinguent des lois applicables dans les autres provinces, puis les autres provinces sont des provinces de common law, avec des précédents qui ont un impact sur l'interprétation des produits d'assurance. Tandis qu'ici, la base, c'est le Code civil qui nous vient du Code Napoléon, qui nous vient de l'Europe, de la France, mais on a l'influence de la common law dans l'interprétation des libellés et on a des libellés qui nous viennent des États-Unis et de l'étranger. Donc, c'est un petit peu un mélange de toutes sortes de choses. Donc, il faut accompagner les clients à s'y retrouver dans tout ça, puis les différents acteurs à bien appliquer ces lois-là pour s'assurer d'être conforme. Donc ça, c'est la distribution. Ce que tu nous expliques, oui, mais c'est très clair, puis on comprend maintenant pourquoi c'est difficile de voir des joueurs étrangers arriver au Québec et prendre des parts de marché. C'est énorme comme travail qui doit être fait, là, veux pas... Peut-être, là, je ne veux pas rendre ça trop compliqué, là, pour ne pas les décourager, mais moi, je ne vois pas si compliqué que ça, dans la mesure où tu es capable de comprendre, puis de l'expliquer et de le mettre en pratique. Mais plus complexe qu'une autre province. Oui. Voilà. Ouais. Mais il y a des avantages à ça, puis on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le deuxième aspect. On a parlé tout à l'heure du développement du produit. Là, on parle de la conformité réglementaire et du développement du produit. Sa distribution, on a un petit peu parlé là-dessus. C'est ça. Il y a un aspect qui vient juste avant le litige, qui est un aspect que je trouve passionnant, là. C'est l'analyse de couverture.
hein, suite à un sinistre, et souvent, bien avant que le litige débute, c'est de savoir, à la lumière du sinistre qui est arrivé, si, par exemple, on est dans un contexte de sinistre, je ne sais pas moi, considérable dans le milieu de la construction, bien là, on a différents joueurs. On a différentes polices d'assurance qui peuvent être triggered, qui peuvent être enclenchées. Puis là, il s'agit de déterminer c'est quoi l'analyse de couverture. Ce sinistre-là a enclenché quelle police, pendant quelle période. Et même si on ne sait pas encore qui, ultimement, est le responsable du sinistre, il faut savoir c'est qui les joueurs, c'est qui vont être impliqués dans ce litige-là, et analyser à la lumière de la procédure ou de la réclamation ou de l'événement, c'est quelles sont les polices qui peuvent être sollicitées et les éléments couverts et non couverts. Donc, cet aspect-là, il y a beaucoup d'avocats qui sont des avocats de couverture. Je dis beaucoup moins que d'avocats de litige en assurance, mais la couverture d'assurance, c'est un sujet passionnant et souvent, l'avocat qui va faire l'analyse de couverture n'est pas le même qui va défendre, dépendamment de la position de l'assureur. Donc ça, c'est quelqu'un qui travaillerait pour un assuré. Un assuré, mais plus souvent pour un assureur. Pour un assureur, OK. C'est donc un assureur qui aurait plusieurs produits pour un même assuré, par exemple. Oui. Je prends l'exemple, je ne sais pas moi, de la responsabilité professionnelle d'un comptable. Bon, bien là, il est arrivé un événement, il y a une réclamation, même si elle est encore au stade, par exemple, de la mise en demeure. Et là, on sait là, qu'il va y avoir une réclamation contre un assuré au terme d'une police. L'assureur doit analyser si ça sollicite, si ça enclenche sa police. Donc, il y a un avocat qui fait un travail d'analyse de couverture qui va déterminer s'il y a une possibilité d'une obligation d'indemniser. Et automatiquement, s'il y a une possibilité d'une obligation d'indemniser, il y aura probablement une obligation de défendre cet assuré-là. Et l'étape suivante, c'est d'envoyer une lettre de réserve, ou une lettre de négation. Si ce n'est pas couvert, c'est une lettre de négation. Si c'est couvert, à ce moment-là, on accepte de défendre l'assuré, d'assumer sa défense et ses frais de défense. Oui. Mais s'il y a des éléments couverts et non couverts, on va souvent recommander à cet assuré-là de prendre son propre conseiller juridique pour les éléments non couverts au terme de la police. Donc, ça, c'est un petit peu le travail du conseiller juridique au niveau de l'analyse de couverture. Et des fois, on dit dans le jargon d'assurance, bien, ça, c'est un avocat de couverture. Donc, ça se fait aussi à l'interne là, des conseillers juridiques chez les assureurs. Et toute la gestion du litige aussi, là, qui peut se faire à l'interne là, par le conseiller juridique chez l'assureur. Et aussi vient ensuite tout ce qui est réclamation. Donc, en matière de réclamation, de litige, d'assurance, bien, vous le savez autant que moi, là, on peut être en demande ou en défense. Il y a des avocats de demande en assurance. Il y a des avocats de défense. Moi, je suis plutôt de la deuxième catégorie, sauf qu'il m'est arrivé de représenter des grandes sociétés qui jugeaient qu'ils n'avaient pas, qui n'avaient pas été indemnisés selon les termes de la police. Mais en pratique, pratico-pratique, moi, je suis plus en défense des intérêts des assurés et des assureurs et des courtiers. Donc, les litiges en assurance, bon, bien là, on y en a en assurance des particuliers, en assurance de dommages. Il y a des tierces parties qui poursuivent des individus qui sont indemnisés, qui sont assurés par des assureurs. Donc, il y a beaucoup de types de litiges différents. Il y a beaucoup d'avocats qui se spécialisent dans cette matière-là. Moi, je fais beaucoup de défense, de couverture, et je prends en charge la défense d'assuré à la demande de l'assureur. Et je représente j'aime beaucoup représenter les courtiers en assurance en responsabilité professionnelle. Là. Ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, ça, c'est des événements qu'on aime moins vivre. Oui, mais on va c'est toucher le fun. Du bois, là, mais... c'est le fun d'avoir quelqu'un qui te fait confiance, oui, qui peut bien te représenter quand ça arrive, là, et d'avoir un bon assureur qui est là aussi pour toi, pour retenir les services d'un avocat qui connaît ça, hein, parce que ça, c'est une autre chose. Hein.
Je suis sûr que, bref, la responsabilité professionnelle des courtiers, je pense qu'on pourrait combler quasiment une heure sur ça, puis ça serait super intéressant. Mais bref, c'est un pan aussi de ta pratique. Oui, de ma pratique et de la pratique de beaucoup d'avocats. Mais je m'en voudrais te passer sous silence avant de terminer cet aspect-là là, de notre podcast. Quelque chose qui, dans l'avenir, va prendre de plus en plus de place, et depuis le nouveau Code de procédure civile, qui est plus si nouveau que ça, là, 2016, qui prend beaucoup de place aussi. Mais surtout en assurance, je pense qu'avec la nouveauté, l'effet des nouveautés là, dont on va parler un petit peu plus tard, les frais de défense ont été d'une ampleur considérable dans les dernières années. Puis il y a des mécanismes alternatifs de solutions et de règlements qui sont en place, qui sont accessibles et qui permettent parfois de trouver un terrain d'entente pour permettre, par exemple, à un grand projet de construction de continuer malgré un sinistre, malgré une problématique, malgré la difficulté de trouver exactement quel est le responsable et qui devrait assumer, quelle police devrait assumer l'indemnité ou payer une réclamation en cours de projet, par exemple. Donc, il y a ces mécanismes alternatifs là, de règlement, de litige. Là. De plus en plus, on nous encourage à les faire intervenir de façon très préliminaire, très au début du litige pour, premièrement, éviter des frais faramineux en frais de défense, de garder les limites de garantie pour l'indemnité, hein, parce qu'en bout de ligne, c'est pour ça que ça existe, l'assurance hein, aussi. Et régler les litiges et pas éterniser là, des chicanes là, sur de nombreuses années, comme on a vu malheureusement dans plusieurs dossiers. Donc, ces mécanismes-là sont très importants, gagnent à être reconnus. La médiation, l'arbitrage, les conférences de règlement, à l'amiable, ce sont des plateformes qui doivent de plus en plus être recommandées par les conseillers juridiques, puis assister les gens dans ce cheminement-là. Là. Ça, c'est des mécanismes dans lesquels tu interviens? Oui, aussi. Okay. Oui, que j'encourage aussi fortement. Je pense qu'on le voit de plus en plus, en tout cas dans mon expérience, dans les réclamations, les assureurs avec leur assistant, leur service juridique qui décide de... En fait, c'est de ça qu'on parle, de régler des réclamations souvent avant d'aller à procès, donc avec une entente. Mais des fois, ça crée des assurés mécontents. Parce que les autres, ils disent, écoute, moi, je voulais que l'assureur me défende, qu'il aille jusqu'au bout, je ne suis pas responsable, puis il a réglé. Bon, pas moins, mais il a réglé, puis c'est moi qui ai la réclamation, puis je fais mon chèque de franchise. Mais au bout de la ligne, il faut leur expliquer, nous, on a un rôle, c'est que, regarde, à long terme, tu vas être... Je pense que c'est quand même la bonne chose à faire, parce que si le procès s'éternise, les frais, le professionnel, mais bref. C'est un défi pour nous de bien expliquer ça ensuite aux clients. Ça, je peux te le dire. Tout à fait. Puis en même temps, tu sais, dans le fond, comment je pourrais dire, on ne va pas régler sans le consentement de l'assuré. Tu sais, c'est une condition qui est prévue dans la majorité des polices. Là. Puis c'est sa responsabilité, tu sais, qui est en jeu. Alors, je pense que c'est sûr qu'on pourra en discuter aussi longuement sur l'effet, peut-être de l'influence du droit ontarien ou des autres provinces canadiennes sur le Québec, avec les enjeux qui s'en viennent au niveau d'un certain réajustement de l'obligation de défendre. Je pense qu'on va en parler un petit peu ensuite. Là, hein? Mais c'est définitivement quelque chose qui gagne à être reconnu parce que... Puis je pense que les courtiers, tous les gens impliqués dans la distribution, on doit pas être des spécialistes, mais bien, du moins, être informés puis comprendre ce qui s'en vient avec ça. Là. Je pense que c'est définitivement, mais je pense que ça fait partie de votre rôle. Si vous avez un double mandat, les courtiers, les représentants certifiés en assurance, d'être, de bien, comment je pourrais dire, c'est un double mandat envers l'assureur, mais aussi surtout envers l'assuré, de vendre un produit qui convient à ses besoins, mais aussi de l'accompagner lors de la réclamation et
de lui expliquer. L'obligation d'information, elle se poursuit dans votre relation avec le client là, au cours de toute la durée de vie de cette relation-là, ce qui inclut également la réclamation. Vous êtes un peu avec l'expert en sinistre, là, on the front line. Bien, il faut garder un lien, il faut toujours être présent. T'sais, on peut pas, on est là pour vendre un produit, mais une fois que le produit se réalise, il faut être présent. Oui. Tout à fait. Je suis tellement d'accord avec cette vision-là. Il faut, je pense que c'est... On le mentionne, oui, c'est naturel pour beaucoup de gens qui ont de l'expérience dans le domaine, mais pour ceux qui nous écoutent, qui débutent dans l'industrie ou même qui sont aux études, c'est important, je pense, qu'on le mentionne. Absolument. Puis c'est là où je pense que ça gagne en valeur pour la relation avec le client. Exact. De l'accompagner dans les moments où il a besoin d'avoir... Exactement. C'est ça qui se rappelle, hein, les clients. Ouais. Définitivement. Oui, bien, c'est votre écoute. Puis le client, là, souvent, c'est pas pour rien que les clients, les assurés, souvent confondent le nom de leur courtier avec le nom de l'assureur. On leur demande « T'es assuré où? » Ah, ben, là, c'est le nom du courtier qui sort. Ouais. Hein? C'est parce que vous êtes leur point de contact et de confiance. Puis je pense que les courtiers ont tout intérêt à continuer à faire valoir leur rôle si important de conseil parce que c'est à l'avenir, dans les prochaines années, c'est ce qui va faire en sorte que le direct et le courtage vont être démystifiés et vont continuer à garder chacun leur valeur ajoutée. Oui, chacun a son moyen de distribuer, chacun a sa raison d'être. Oui, raison d'être. Je pense que c'est la bonne formulation. Oui. Si on arrive, t'avais-tu mais est-ce que les rôles? Je me suis trop éparpillée ou j'ai bien... Non, mais est-ce qu'il restait d'autres rôles? Non, je pense que... Okay. En fait, oui. J'ai oublié de parler d'un aspect très, très rapidement. Fusion, acquisition, transaction, révision de contrat, élaboration de contrat d'impartition, de référencement, de contrat de courtage entre les assureurs et les cabinets de courtage, l'établissement de plans... en fait, d'attaque au niveau corporatif dans des changements. Tu sais, j'ai parlé de fusion-acquisition. Ça prend des gens qui connaissent l'assurance puis qui sont des avocats de droit commercial pour suggérer les bonnes alternatives puis établir ensemble des plans avec votre fiscaliste et tout ça, là. Ça, c'est important. Puis aussi, en droit de l'emploi, hein, les clauses de non-concurrence, toutes les relations là, avec le personnel. Et sans oublier, puis je m'en voudrais là, de passer à côté, tout ce qui s'appelle les risques émergents, les risques reliés à la protection des renseignements personnels, les divulgations, tous les termes et conditions de vos sites Internet, tout ça, notre rôle est super important là-dedans. Mais c'est énorme, les responsabilités que vous avez. J'imagine que c'est des spécialisations que les gens chez vous doivent avoir pour ça? Bien, c'est évidemment qu'on ne peut pas toujours suivre et puis être sur la touche sur tous les sujets à la fois. Tu sais, je parlais tout à l'heure de protection des renseignements personnels. Ça, en soi, c'est un sujet et c'est une spécialité. Donc, moi, jusqu'à un certain niveau, je peux conseiller, mais c'est une spécialité en soi. Donc, on aime s'entourer de collaborateurs qui ont ces spécialités-là. Cependant, ça se peut que quelqu'un ait une spécialisation et un spectre de services assez large en assurance et en services financiers. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de développer au fil du temps. Mais je ne suis pas une spécialiste de M&A, de fusion-acquisition, et j'ai besoin de collaborateurs et de m'entourer de collaborateurs pour bien desservir les services, pour bien répondre aux besoins de mon client, là, tout comme vous le faites dans votre domaine. On ne peut pas être des experts dans tous les domaines. T'sais, en assurance, c'est exactement la même chose. Il faut se spécialiser. Puis après ça, il y a certaines personnes qui ont des connaissances très pointues dans des sujets. Donc, c'est la meilleure façon de faire. Si on enchaîne vers, en fait, les sujets principaux qu'on voulait discuter avec toi aujourd'hui. Il y a plusieurs projets de loi actuellement qui sont discutés, qui ont et qui auront un impact dans les pratiques en assurance, dans l'application de l'assurance.
Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Je pense qu'on avait pensé en premier au projet de loi 82, qui n'est plus un projet qui est adopté. Est-ce que je me trompe? En fait, oui, c'est ça. C'est bien que tu rappelles qu'il y en a tellement, tu sais, je disais tantôt là, qu'il y a tellement d'effervescence dans le domaine. Là. On a eu le projet de loi de 141. Puis c'est à lui que je faisais référence tantôt. Oui. Je suis surpris que tu ne m'aies pas accroché. Je te remercie, mais je me suis fourvoyé sur le... Non, il n'y a pas de problème. Pas du tout, pas du tout. Mais tu sais, c'est parce que là, il y en a beaucoup. Là. Puis tu sais, le projet de loi 141, on a passé à travers ça. C'est pas terminé encore. La distribution d'assurance par Internet, les produits d'assurance de distribution sans représentant, tout le nouveau cadre réglementaire du courtage en assurance de dommages qui a affecté tellement l'industrie, la différence entre les agents et les courtiers, les divulgations. Ça, c'est une étape. Ensuite, le projet de loi 64, tout ce qui touche la protection des renseignements personnels, les divulgations en cas de cyberattaque. Ça, c'est un sujet en soi qui est passionnant, dont on pourrait vraiment parler beaucoup, que vous avez déjà d'ailleurs abordé dans un podcast précédent. Et là, arrive, je vais vous parler du projet de loi 96, qui est la réforme de la Charte de la langue française, mais tout d'abord, mon sujet préféré actuellement, c'est le projet de loi 82. C'est tellement passionnant et c'est un changement extraordinaire et historique même dans le milieu de l'assurance. Là. Je vais mettre la table, mais je vais aller profondément dans le sujet. Puis je vous invite à me poser des questions parce que peut-être que je suis peut-être un peu trop théorique. Puis dans mon monde, là, moi, ça fait plusieurs heures, ça fait 1 an et demi que je travaille là-dessus. En fait, beaucoup plus que ça, parce que depuis que je pratique en assurance, l'article 2503 du Code civil du Québec, l'article 2500, des articles qui nous distinguent au Québec, et qui sont tellement spécifiques et qui nous distinguent du marché canadien puis du reste du monde en assurance. Alors, puis ils disent quoi, ces articles-là? Oui. OK. Je pense que ça vaut la peine de refaire l'exercice. On l'a fait avant l'enregistrement, puis j'ai trouvé ça tellement constructif, tellement intéressant que je pense qu'il faut le faire pour nos auditeurs. Parfait. Très bien. Alors, je vais vous parler de ces articles-là. Ces articles-là sont dans le Code civil. Tout à l'heure, j'ai parlé de différentes lois qui s'appliquent en droit des assurances, mais les dispositions de base de l'assurance sont prévues au Code civil du Québec. Et le législateur a prévu certaines dispositions qui sont de protection, qui sont des règles de protection du public et auxquelles on ne peut pas déroger en vertu de l'article 24.14. C'est-à-dire que je parlais des distinctions avec le reste du Canada, bien, on peut pas déroger à ces articles-là, puis ça vient établir, comment je pourrais dire, un régime qui est très précis et qui est difficile, là, tu sais, on ne peut pas le contourner. Okay. On ne pouvait pas le faire jusqu'à très récemment. Donc, pour bien exposer le sujet, je vais vous lire les articles 2500 et 2503, qui sont les 2 articles qui font l'objet d'un régime dérogatoire. Ce sont des articles qui s'appliquent en assurance de la responsabilité civile, c'est important. Et je dois vous dire là, que tout ce que je vais dire, là, peut-être même ce que j'ai dit un petit peu avant, mais ce que je vous dis là, c'est une discussion autour de la table. C'est pas une opinion. C'est pas une opinion juridique. Donc, et on est dans une période de changement. Donc, il faut laisser place un petit peu à l'élaboration de ça, à la compréhension de ça, à l'interprétation. Donc, c'est appelé à changer. Là, c'est une fenêtre très précise là, sur le moment précis. Il faut vraiment pas trop... faut pas prendre ça comme une opinion juridique. Et c'est tout frais, là, c'est tout nouveau, hein? Oui, bien, pas les articles 2500 et 2503. Là, ça fait plus de 50 ans qu'on joue avec les mêmes articles. Mais la dérogation, c'est-à-dire l'amendement à l'article 2503, on l'a depuis le mois de mai l'an dernier. Hein? Et le règlement qui vient
établir le cadre juridique du régime dérogatoire vient tout juste d'être publié le 20 avril dernier et c'est entré en vigueur le 5 mai dernier. Donc, c'est tout neuf, tout nouveau. Je vous lis l'article 25.00, l'article 25.03. Donc, le montant de l'assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés. C'est très important comme élément. Hein? Ça vient de dire que le montant de l'assurance, là, ça ne devrait pas être pour payer les frais de défense et les autres frais. Et ça, on l'oublie cet article-là souvent parce qu'on focus beaucoup sur l'article 25.03 qui se lit comme suit. L'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle. Alinéa 2, les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l'assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l'assurance sont à la charge de l'assureur, en plus du montant de l'assurance. Et là cette dernière petite phrase-là, elle a fait couler beaucoup d'encre, d'opinions, de façons de voir, de trouver une façon d'écrire des avenants, d'avoir... Mais ça l'a jamais tenu la route au bout de la ligne. Bien, en fait, ça l'a tenu la route parce que pendant des années, on n'a pas le choix. Oui, mais des gens qui essaient de le contourner, ça l'a jamais réussi. On ne peut pas, c'est des règles. Puis ceux qui ont essayé se sont fait un petit peu... Taper les doigts. Et rapidement, peux-tu juste nous résumer un peu ce que ça dit pour les gens qui écoutent? Oui, certainement. Donc, en fait, la distinction qu'on a beaucoup ici au Québec avec notre régime qui est plutôt un régime de protection du public, c'est de dire à la base, l'indemnité devrait être conservée pour le tiers lésé. Hein? Et là, cette disposition-là qui est très spécifique, surtout l'alinéa 2, et que certains assureurs étrangers ont toujours eu de la difficulté à comprendre, et ils se sont même retirés du marché à une certaine période, puis ça, on y pour reviendra. C'est parce que là, les frais de défense, c'est un régime de tarification complètement différent là, et d'évaluation du risque complètement différent. Les frais de défense sont over and above, sont en plus des montants de garantie. Donc, si par exemple, tu as une limite d'assurance d'un 2 millions, puis que tu as des frais de défense en bout de ligne de 500 000, 1 million, mais ils sont en su. Fait que là, ceux qui n'avaient pas compris ça, puis qui avaient souscrit des produits d'assurance responsabilité civile, hein, puis ça, c'est large, les produits d'assurance responsabilité civile, là, on parle de la wrap-up, on parle de la DNO, on parle de la cyber, on parle de la CGL, on parle du PI, de la professionnelle. Donc, si on se retrouve, par exemple, avec une action collective, pan-canadien, mais qu'au Canada, par exemple, en valeur mobilière, il y a des frais de défense de 1 million, puis que tu as une limite d'assurance de 2 millions, mais c'est au-dessus des limites d'assurance. Alors, là, on a vu alors qu'ailleurs, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est inclus dans la limite. C'est capé à l'intérieur de la limite. C'est-à-dire que les frais de défense sont defense within the limit, c'est-à-dire à l'intérieur de la limite de garantie. Donc, du point de vue de l'assureur et aussi du courtier, là, comment évaluer le risque, comment évaluer la tarification, puis établir la prime? Parce que là, on est dans un autre monde. Donc là, il y a des assureurs qui n'avaient pas compris. C'est juste une fois qu'il y a eu l'immense réclamation que là, on a dit, non, mais c'est parce que ici, tu dois payer les frais de défense au-dessus de la limite de garantie. Et là, ça a pris des années, des litiges d'envergure. On pense à la pérotite, on pense à Castor Holding, on pense à des grands dossiers d'assurance qui ont fait dépenser des sommes vraiment très, très importantes. Des grands dossiers de construction, des actions collectives en valeur mobilière, dans toutes sortes de domaines. Et là,
on a perdu notre chemise en frais de défense. Puis là, il y a des acteurs... Les assureurs, en les fait. assureurs. Oui. Les assureurs. Les assurés, hein, c'est, comme je disais, c'est d'ordre public. Donc c'est pour dans le fond, ça défend la protection. Ça oui. protège. C'est un régime de protection. Okay. Tu sais. Ça protège. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça protège trop, tu sais, au détriment de l'équilibre de la liberté, entre la liberté contractuelle puis un régime de protection du public. Tu sais. Parce qu'on peut croire que le tiers lésé, c'est important qu'il ait droit à l'indemnité. Tu sais. Absolument. Absolument. L'assuré, lui, il veut bien tu sais, se faire défendre puis qu'on paie ses frais de défense. La PME, qui décide d'aller faire, par exemple, des affaires aux États-Unis puis qui se retrouve avec une action collective ou un méga dossier de réclamation, bien, tu sais, elle aime bien se faire défendre puis s'assurer de pas manquer de... Je ne veux pas être trop technique ici. J'ai une question, tu me fais penser à quelque chose. Est-ce que ça s'applique si une poursuite est entreprise à l'extérieur du Québec? Bien, ça dépend. Oui, mettons pour un contrat qui a une portée internationale, est-ce que... Ben, en tout cas, si c'est pas l'endroit pour répondre, c'est correct. 19, puis là, on pourrait... Mais c'est sûr que Parce que ça m'a fait penser à ça. Puis, bien, la police d'assurance est délivrée au Québec pour l'assuré qui est au Québec. Puis ça se peut qu'elle soit enclenchée pour une responsabilité qui arrive à l'extérieur du Canada. C'est sûr et certain que c'est des circonstances qui sont possibles. Donc là, on arrivait avec un marché complètement différent pour les assureurs étrangers, puis avec l'expérience du passé, les litiges, les grands litiges dans différents domaines, ou pour des litiges à l'extérieur également, bien là, on en est venu à un constat d'échec, hein, un constat, puis une crise. Qui restreignait l'accès à des produits d'assurance, exactement. Pratiquement là, dans certains domaines. Puis des acteurs importants qui quittaient le marché. Puis là, en plus, est venu, en plus de ça, des sièges sociaux qui disaient, bon, bien, pas capable de s'assurer au Québec, on va s'en aller en Ontario, on va aller ailleurs, on va aller faire, on va établir notre siège social ailleurs. Alors là, est venu un lobby, hein, un lobby important, et pour un rare moment. Hein. Là, tant les assurés que les assureurs étaient d'accord de dire, bien là, il faut faire quelque chose. Donc, il y a eu des associations, des regroupements. Il y a eu des associations d'assureurs. Il y a eu des grands assurés. Il y a eu des sociétés, des fonds de placement qui se sont ralliés puis qui ont demandé au gouvernement de se pencher sur cette question-là et de trouver une solution pour ne pas qu'on perde, d'éviter l'exode des sièges sociaux, d'éviter aussi que des acteurs clés quittent le marché de l'assurance au Québec. Et pour aider aussi les assureurs qui sont là et pour s'assurer aussi d'une certaine pérennité pour que les gens soient capables, les entités soient capables de s'assurer d'avoir une assurance qui convient à leurs besoins. Mais là, je ne parle pas des particuliers, je ne parle pas des PME. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que le gouvernement a prévu, par l'addition d'un 3e alinéa que je ne vous ai pas lu, puis que je n'ai pas ici avec moi, mais qui vient dire ni plus ni moins, pour certaines catégories d'assurés, puis pour certaines catégories d'assurance de responsabilité civile, dans la mesure où certaines conditions spécifiques sont rencontrées, on va pouvoir déroger à l'article 2503 et à l'article 2500, en établissant des contrats d'assurance qui vont déroger à ces articles-là pour permettre une certaine modulation des conditions et pour permettre une certaine liberté contractuelle de l'assureur et pouvoir permettre ultimement d'intégrer les frais de défense à l'intérieur des limites. Ça, ce que ça permet, en fait, c'est que ça va permettre aux assureurs d'inclure les frais de défense à l'intérieur des limites et de mieux évaluer aussi les risques et de ne pas se retrouver à défendre des dossiers qui vont coûter parfois même le même prix
le même Que la coût limite. que la limite Oui, c'est ça, on en double. défense. Incroyable. Là. C'est ça. Puis là, en gros, là, c'est Oui. qui qu'on vient toucher avec ça? Quel type d'entreprise? Le règlement qui a été publié le 20 avril dernier, qui est entré en vigueur le 5 mai dernier, moi, j'aime beaucoup dire que ça vient... tu sais, je vais y aller dans le détail pour répondre plus précisément à tes questions, mais l'objectif, en fait, l'esprit, hein, c'est de pouvoir offrir... c'est comme un privilège, tu sais, qu'on offre à des entités précises, à des assurés sophistiqués, à des assurés qui, dans l'éventualité où ils sont aux prises avec une grande réclamation d'envergure, ils sont capables d'évaluer leurs risques à l'aide de leur courtier, évidemment, et de comprendre que peut-être qu'ils vont assumer, par exemple, une certaine rétention en assurance, une franchise, une certaine partie des frais de défense, mais que les frais de défense vont être à l'intérieur des limites et qu'ils vont pouvoir aller chercher, par exemple, une tour d'assurance, des assurances excédentaires et tout ça, complémentaires, pour s'assurer d'avoir et de bien comprendre qu'ils auront un portfolio d'assurance qui va contenir les frais de défense. Donc, c'est qui ces assurés sophistiqués-là? Bien, moi, je les ai regroupés en 3 grandes catégories. Hein. Le règlement est très succinct, là, puis je pense que malgré certaines zones grises, il est assez facile d'application. Maintenant, reste à voir comment on va l'appliquer en pratique, là, dans les pratiques de l'industrie. Là. Peut-être que ça, évidemment, ça va amener d'autres enjeux. Mais l'article 1, par exemple, prévoit que certaines catégories d'assurés, eux, sont automatiquement qualifiés. OK? Mais il faut démontrer que tu entres dans la catégorie. Alors, je reviens sur le principe que c'est vraiment un privilège. Il faut se qualifier au terme du règlement pour opter in, puis avoir droit au régime dérogatoire des articles 25.000 et 25.03. Donc, la première catégorie, c'est les compagnies pharmaceutiques, les manufacturiers de médicaments. Ça, c'est la première catégorie. Donc, dans la mesure, ça, c'est juste une condition. Dans la mesure où tu réponds, tu rentres dans le cadre d'une certaine loi, tu te qualifies et tu as droit de souscrire un produit d'assurance qui déroge aux articles 25.00 et 25.03. Ensuite, viennent les fonds d'investissement, comme le FTQ, le fonds d'action, certains fonds précis qui sont nommés dans le règlement. Et ensuite, les administrateurs et dirigeants et fiduciaires de ces entités-là, dans la mesure où peut-être même que ces entités-là décideraient de ne pas bénéficier de l'exemption. C'est-à-dire que stand-alone, là, l'administrateur, le dirigeant qui décide de bénéficier de la dérogation est permis dans la mesure où l'entité pour laquelle il est administrateur ou dirigeant rencontre les critères. Se qualifie. Okay. C'est ça. Donc, ça, c'est les 2 premières grandes catégories. Ensuite vient l'article 2 qui impose 2 conditions. C'est d'avoir un portfolio d'assurance de responsabilité civile de 5 millions. Hein? C'est un threshold. De limite. On parle de limite d'assurance? Le minimum. Un minimum. Hein? Okay. Mais ça peut être composé de plusieurs produits d'assurance. Oui, mais le minimum, 5 millions. 5 millions. Alors, il faut que tu aies au moins 5 millions. Puis avant, dans le projet précédent, c'était 10 millions. Donc, ça, c'est la première condition. Et la deuxième, c'est de se qualifier soit comme grande entreprise au terme de la loi. Et ça, évidemment, que ça engendre des difficultés un petit peu d'application des définitions. C'est la loi de l'impôt qui doit gérer ça. C'est ça. Donc, il faut la comprendre. Hein? Donc, on va devoir, tant dans toute l'industrie, tant au niveau des assureurs, des assurés sophistiqués, que surtout des courtiers, là, il va falloir comprendre c'est quoi. Moi, je pourrais dire, hey, moi, mon client, c'est une grande entreprise, mais c'est pas nous qui décident. C'est ça. C'est ça. Puis, il faut quand même s'assurer
s'assurer qu'on rentre dans les catégories ou sinon, on revient au régime. Hein? On revient peut-être au régime de 25,03. Fait qu'il faut vraiment faire attention là-dessus. Puis ça, on reviendra à la responsabilité du courtier dans le cadre de toutes ces nouveautés-là. Là. Donc, ça, grande entreprise, émetteur assujetti, hein, et entreprise étrangère. Donc, ces 3 grandes définitions-là vont être hyper importantes. C'est quoi une entreprise étrangère? C'est quoi un émetteur assujetti? Puis c'est quoi une grande entreprise au terme des lois fiscales au Québec? Et il y a également, on revient avec l'exception particulière et le privilège accordé aux administrateurs et dirigeants. Et aux d'entreprise publique, c'est ça? Ou D'entreprise publique, oui, émetteur assujetti. OK, c'est ça qu'on veut dire. OK, je n'étais pas certain du terme, là, mais une entreprise qui est en bourse. En bourse, c'est ça qu'on veut dire. C'est ça. Donc, il y a différents moyens là, parce que là, il y a des produits là, qui sont d'application pratiquement immédiate, là, qui n'ont pas nécessairement d'application d'assurance. Là. Donc, il faut développer là, chez les courtiers des outils pour pouvoir se guider. Et les assureurs vont également être sollicités. Tout le monde dans l'industrie a intérêt à ce que ça fonctionne, cette affaire-là, et que, ultimement, parce que tout ça doit se faire, cette qualification-là doit se faire au moment de la souscription. Il faut que le courtier et l'assureur comprennent ce qu'ils font pour que légalement le contrat soit valable. Juste ça. Bon, il faut que l'assuré comprenne aussi que là, dorénavant, là, il va avoir un contrat qui déroge aux articles 25.00 et 25.03 et que ça va être le rôle du courtier de dire, bon, mais c'est quoi la nouvelle évaluation du risque? Hein? Combien ça prend de limite d'assurance là, dans le nouveau contexte? Est-ce que j'en ai assez avec ce que j'offre comme limite pour parier à toute éventualité? Est-ce que mon client comprend bien la situation dans laquelle je suis, dans laquelle il se retrouvera? Exactement. Et toutes les implications là, qui viennent avec. Donc, c'est très important. Est-ce qu'on en échappe aussi? Est-ce qu'il y a des anciens assurés qui ne se qualifient pas au terme du règlement? Puis que ça aurait pu être intéressant pour eux de se qualifier, peut-être. Certains domaines, là, ça l'aurait pu. Là. Oui. Okay. Donc, ça, c'est juste les 2 premiers articles du règlement. Ensuite vient un article qui impose une durée d'1 an. Okay. C'est-à-dire que là, on revient à la qualification. Il faut entrer dans les catégories et dans les conditions prévues au règlement pour pouvoir bénéficier de l'exemption. Mais on ne peut pas souscrire un produit d'assurance de plus d'1 an à la fois. C'est-à-dire qu'au renouvellement, il faut rentrer encore dans les catégories au moment de la soumission, pas de la soumission, mais du renouvellement, puis s'assurer qu'on est encore dedans. Ça, c'est difficile. On pense entre autres aux polices-projets, à plein de polices là, qui ont des durées de plus d'1 an. Alors ça, c'est vraiment... Je pense que le législateur est arrivé en se disant, il va falloir qu'on mette un cadre pour ne pas l'échapper, parce que là, on peut se retrouver... C'est pas un chèque en blanc pour une entité pour les 15 prochaines années de déroger automatiquement. Donc, c'est ce qu'on a trouvé comme une compagnie pourrait être cotée en bourse, l'année d'après se privatise, là, elle ne se qualifie plus. Si elle n'est pas une grande entreprise. Si elle n'est pas une grande entreprise. Mais il y a plusieurs possibilités, évidemment, là. Mais ça, c'est un enjeu majeur parce qu'on a souvent... Tu sais, là, qu'est-ce qu'on va faire avec les extensions? Qu'est-ce qu'on va faire avec les tail coverage? Tu sais, il y a beaucoup de... Ça suscite beaucoup de questionnements. Et on n'a pas comme en droit fiscal, d'avis, d'interprétation du règlement. Là, le gouvernement a quasiment fait un miracle parce que ça a été quand même assez rapide. Puis avant les élections, là, puis ça fait pas... Tu sais, ce sont des articles qui sont d'application depuis plus de 50 ans. Donc là, dans un si court laps de temps, d'avoir une modification législative à un article aussi important qui permet la dérogation par règlement et d'avoir, dans l'année qui suit, un règlement qui est en vigueur, c'est un huge step.
C'est un changement Normalement, majeur. ça se fait pas comme ça, j'imagine, en droit. C'est quand même assez important, mais je pense que là, le pouls là, de l'industrie, là, puis les pressions étaient fortes, là, parce qu'on perdait des il y avait des risques. Il y avait des risques. La COVID, je pense aussi, évidemment, a eu une influence sur ça. Oui. Dans certains, comme pas les centres de santé, là, mais les RPA, puis ces choses-là, oui, là, je pense mais qu'il y avait un enjeu. ils ne sont plus visés, par exemple. Okay. Mais ils l'étaient au départ, mais ils ne sont plus... Non, ils ne sont plus dans le règlement actuel, la version actuelle. Peut-être, tu sais, il y a encore la possibilité de revenir avec des modifications, un nouveau règlement ou des modifications au règlement. C'est une possibilité. Mais là, je pense que la volonté, c'était d'en avoir un règlement, puis on peut vraiment se compter chanceux parce qu'avant qu'il y ait des dommages irréparables, là, le règlement a été adopté et il est en vigueur. Là, c'est sûr que là, j'étais juste rendue à l'article 3, la durée d'1 an, beaucoup ça suscite énormément de questions et d'enjeux au point de vue d'application, des pratiques déjà là, qu'on applique depuis de nombreuses années. Puis il y a aussi d'autres éléments là, qui sont dans les autres articles. Là, puis je ne veux pas perdre les gens là, qui nous écoutent là, dans des ramifications. Non, mais moi, je trouve ça passionnant parce que on est directement impliqué, on est visé dans nos pratiques, dans l'assurance principalement des entreprises, c'est certain. Mais non, c'est intéressant de bien le comprendre. Parce que, tu sais, on voit ça passer, on va les communiquer, mais de le verbaliser comme tu le fais, je pense que c'est important de le bien le comprendre et de le verbaliser. Et là, ce que je comprends, c'est que ça va laisser place à de la nouvelle jurisprudence. On l'espère, mais en même temps, comment je pourrais dire? C'est un règlement qui est assez simple à lire, qui est assez simple d'application à première vue, mais ça comporte des enjeux majeurs d'adaptation des pratiques actuelles vers des pratiques peut-être qu'on peut un peu... En fait, je pense qu'on va pouvoir s'inspirer beaucoup de l'Ontario, là, parce qu'eux, ils ont déjà cette application-là d'application des frais de défense à l'intérieur des limites. Et ils ont aussi développé, je parlais tantôt de mécanismes alternatifs de règlement des litiges, là. Ça va peut-être être important parce que ça va arriver. Là, on va avoir un marché très, très compétitif. Là, il y a des nouveaux joueurs qui vont revenir des nouveaux joueurs ou des anciens joueurs qui étaient partis qui vont revenir dans le marché. Et encore là, c'est important de bien comprendre le nouvel encadrement parce que je vois déjà des choses passer à l'effet que c'est automatique. Que ça s'applique automatiquement. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais il y a des gens qui vont l'appliquer comme tel. C'est pour ça que la formation des courtiers va être super importante. L'assistance, de développer des outils, la collaboration entre les assureurs et les courtiers pour s'assurer d'avoir des grilles tarifaires et d'évaluation de risques qui sont conformes à la réalité, puis de s'assurer de ne pas en perdre en deux chaises, de perdre des couvertures d'assurance qui sont nécessaires pour les assureurs, puis pas les assureurs, les assurés. Les assurés, oui. Pour les assurés, bien, de bien s'entourer de professionnels de gestion de risque, parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, peut-être que les primes vont baisser, mais peut-être que ça va me prendre plus de couverture aussi, tu sais. Puis est-ce que je la maintiens? Est-ce que je le maintiens, mon portfolio de 5 millions, là? OK, selon les critères du règlement, c'est au moment de la soumission d'assurance, mais qu'en est-il de l'évolution? Puis peut-être aussi dans les portfolios qu'on va être assurés pour une partie avec Intact, là, pour l'autre partie avec Zurich, pour l'autre partie avec Chubb, pour l'autre partie avec Lloyd's. Il y a tout un système de communication, ne serait-ce que dans la gestion des litiges, parce que là, c'est plus le primaire qui va tout ramasser les frais de défense. Là. Il va y avoir une interaction importante. Quand il y a plusieurs assureurs, ils vont devoir se partager. Qu'est-ce qui arrive quand on arrive aux 2 millions de limites? Là? Il y a un changement de direction de la défense qui va se produire avec l'assureur complémentaire. Et là, il faut qu'on soit au courant de ce qui s'est passé avant. Il faut tenir informé plusieurs personnes. Donc, ça va être tout un changement dans divers sujets et ramifications là, de toute la pratique. Je pense que moi, en tout cas, le conseil que je verrais là, aux gens qui sont impliqués dans ce genre de dossier, dans ce genre de situation-là, ou qui se disent, qui se posent la question, c'est d'aller chercher l'information, puis de
de pas faire les choses, comment La dire... formation. Oui, la formation. Beaucoup de formation. Excellent. Formation, mais en même temps, il faut voir le côté positif. Tu sais, je parlais de vent de fraîcheur, là, en DNO, là, ce règlement-là, c'est... En assurance de dirigeants et administrateurs. Oui, administrateurs et dirigeants, excusez-moi les Non, mais anglicismes. on les précise toujours pour... Bon, tu sais, on va être bien compris par tous. Oui, mais en fait, ça, c'est vraiment... Ça, l'application, elle est... Mais encore là, il y a une disposition où on dit, bon, ben ça ne s'applique pas. On ne peut pas déroger dans le cadre d'activités reliées à un régime de retraite. Alors là, c'est tout qu'un casse-tête. Comment est-ce qu'on va faire pour, par exemple, les polices fiduciaires, là, prendre la portion là, régime de retraite, là, puis s'assurer que ça soit assuré selon le régime de 2500 puis 2503. En tout cas, on pourra en parler longtemps. Good. On est-tu rendu au projet de loi 96? Oui, on pourra en parler rapidement. Je vois le temps qui défile. Puis moi, ce que je veux surtout que les gens retiennent, c'est l'explication qu'on a donnée aujourd'hui, parce que je pense que là, c'est très précieux, ta participation, surtout dans le temps étant nouveau. Là. Je pense que c'est ce que je veux que les gens retiennent, je pense, de l'épisode d'aujourd'hui. Mais oui. Mais 96, il faut qu'on en parle, parce que oui. c'est un projet qui n'est pas encore adopté, qu'on pense qu'il sera adopté avant les prochaines élections. Mais rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Qu'est-ce qui va nous toucher? Je pense que c'est peut-être moins dans le fin détail, parce que c'est un projet qui touche pas juste le légal et l'assurance. Là, on parle de multiples applications qu'on ne vient pas débattre ici. Ah, tout à fait. Mais qu'est-ce qui nous touche, nous, dans ça? Je suis vraiment contente de discuter de ce sujet-là avec vous. Je m'excuse si je me suis étendue un petit peu trop sur les autres sujets. Parce que ça si prenait on ça. Faisait pas, on allait manquer quelque chose. Bon, c'est bien. Alors, ça, c'est un autre projet de loi 96. Là, c'est important à divers niveaux. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif principal de ce projet de loi-là et de cet immense projet-là que le gouvernement a amorcé il y a plusieurs mois, c'est de renforcer le fait que le français est la langue... la première langue au Québec, que c'est la langue des affaires, que c'est la langue juridique, que c'est renforcer la force du français au Québec. Donc ça, évidemment, c'est l'esprit, là, c'est l'esprit derrière tout ce développement-là. Certains diront que c'est pas nécessaire, il y a plusieurs façons de penser, mais si on revient précisément au domaine de l'assurance. Ce projet de loi-là a vraiment beaucoup de ramifications dans divers domaines, compte plusieurs articles, plus que 200 articles. Donc, pour toutes les activités des entreprises au Québec, là, c'est majeur. En assurance, il y a juste quelques articles qui sont touchés. Et moi, ça fait des années là, que je fais de la vulgarisation là, au niveau de l'application de la Charte de la langue française. Et c'est un petit peu le même débat que l'article 2503 et 2500. Il faut qu'on éduque le marché. Il faut pas qu'on éduque, mais qu'on fasse de la formation pour aider les gens à comprendre c'est quoi vraiment que ça dit l'article 55 de la Charte de la langue française. Donc, avant d'aborder les modifications suggérées par le projet de loi 96, j'aimerais ça, si vous me permettez, revenir un petit peu sur l'article 55. Tu sais, l'article 55, là, il faut partir aussi du Code civil. Le contrat d'assurance, c'est un contrat d'adhésion au terme du Code civil du Québec. C'est quoi un contrat d'adhésion? Bien, si on revient à la base, les contrats d'assurance, c'est, je dirais, à 97 ou peut-être 99% des cas, les clauses sont prévues d'avance. C'est des clauses types qui sont prévues d'avance par les assureurs. Donc, selon la qualification d'un contrat d'adhésion, c'est comparativement à un contrat de gré à gré, dont les clauses sont négociées entre les parties. Un contrat d'assurance, à 99% des cas, c'est un contrat d'adhésion. Donc, l'assuré adhère au terme d'une application, propose
de se faire assurer et adhèrent à un contrat qui existe déjà. Et qui Contrat standard, on ben, peut dire. pas Ben, toujours si standard oui, que mais- ça, mais quand même. Et dont les conditions spécifiques, dans les conditions particulières, sont précisées pour les besoins de l'assuré. Donc, si je fais un parallèle avec le contrat de gré à gré, mais c'est un contrat où la liberté contractuelle est à la base. Donc, c'est en termes d'assurance, ça peut se traduire comme un contrat manuscrit. Souvent, là, tu sais, les anciens contrats manuscrits, il y en existe encore. Il y en a pour différentes tours d'assurance, toutes sortes d'affaires. Mais des choses très beaucoup plus précises. spécialisées. Beaucoup là, plus disons. spécialisées. Donc, je reviens au contrat d'adhésion. Bien, selon l'article 55 de la Charte de la langue française, les contrats d'adhésion doivent être formulés en premier en français et si c'est la volonté expresse des parties, elles peuvent être liées par un contrat dans une autre langue. OK. Ah, OK. mais l'original doit toujours exister en français. C'est ça. Puis je suis contente que tu viennes... Non, ben, je te pose la question Ben, je comme dis pas l'original, OK, non, mais il devrait nécessairement, OK, il devrait exister. selon le droit applicable. Parce que La je dis version ça parce que actuelle, je sais je le pertinemment que Puis c'était on pas le le sait cas. que c'est pas le cas. On le OK. sait qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas de version française. Mais, à tout le moins, c'est pour ça que je voulais faire un pas en arrière, parce que selon l'application et l'interprétation qui a été retenue jusqu'à maintenant, c'est ça que ça veut dire, l'article 55. OK. Donc, comme tu viens de le dire, il y en a beaucoup de libellés qui n'ont pas de version française au Québec. Et là, je reviens un petit peu sur l'esprit du projet de loi 96. Faut le garder dans une petite case à côté, là, puis pas l'oublier. Donc, là, et si on revient, bien, il y a eu des lobbies. Il y a des gens qui ont dit, écoutez, nous, là, les courtiers ou nous, les assureurs, là, on n'en a pas des libellés en français pour tous les produits. Puis ça crée vraiment des difficultés. Ça crée des difficultés sur le marché. On ne veut pas être pris au piège. On ne veut pas être pris, mal pris parce que finalement, on ne peut pas offrir un produit à un client parce qu'il n'existe pas de version française et ça vient créer un nivellement dans le marché et dans l'harmonisation et la balance à travers le Canada, là, parce qu'encore là, on se retrouve avec des frais plus élevés, mais bien que traduire une police d'assurance en soi, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, là, Ouais. mais c'est une étape additionnelle. Donc, les modifications suggérées à l'article 55. Là, on est à une étape là, quand même assez avancée du projet de loi 96. Les modifications ont été adoptées en commission, mais ce n'est pas encore adopté par l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas tout à fait final, mais presque. On y arrive. Puis là, qu'est-ce qu'ils viennent dire, les là, fameuses modifications? Je vais me concentrer sur deux modifications. Okay. La modification suggérée à l'article 44, qui modifie l'article 55 et qui vient amener un step majeur, OK? Qui vient dire, bien là, non seulement ça vous prend des polices d'assurance en français pour les contrats d'adhésion, mais on doit offrir en premier la version française et l'assuré qui décide d'être lié par la version anglaise, mais on doit lui présenter en premier la version française et à ce moment-là, il déterminera s'il va être lié par la version anglaise. Et c'est à ce moment-là, sur ce consentement exprès-là, à la version anglaise, que la version anglaise va lier les parties. Avez-vous pensé dans le processus, là, comment ça vient? Ça vient compliqué. Dans l'opération, là. Les opérations, c'est ça. Excuse-moi, j'avais comme... Non, c'est... Le mot, merci de le mentionner. Donc, dans les opérations, dans le day-to-day, tu sais, mettons, là, Gaétan, qui veut une police papier, là. Alors là, il va falloir user, là, vraiment de créativité. Donc, est-ce qu'on va dire à Gaétan, va voir le contrat d'assurance sur le site Internet en français? Est-ce que tu veux être lié par le français ou l'anglais? Tu sais, on parle d'assurance automobile, on parle d'assurance habitation. Comment on va faire ça en pratique? Heureusement, il va y avoir un délai pour l'application de ces dispositions-là et l'entrée en vigueur en pratique, là, puis pour l'adaptation aux nouvelles règles. Mais ça, c'est majeur. C'est majeur pour les acteurs de l'industrie. On ne veut pas... Parfois, l'assurance, par exemple, l'assurance automobile, elle compte combien de pages environ? Elle peut compter facilement 50 pages. Je dirais, Ben une oui. cinquantaine. Bon, bien, je pense même que c'est plus que ça, souvent. Donc,
Dépendant du caractère, ici, c'est recto-verso. Ah bon, c'est ça. C'est ça. Donc, mettons là, qu'on a 35 pages papier recto-verso. On va-tu envoyer la police en français puis la police en anglais? C'est énorme comme changement. Surtout pour le client qui choisit sa langue. C'est ça. Mais là, il y a tout un enjeu encore de protection, puis pas de protection, mais de conservation et d'appui de la langue française au Québec. Donc, c'est ce qui guide un peu l'intention. Sauf que il y a un article qui vient être... Qui est introduit par l'article 14, qui vient modifier, un petit peu moduler ça, et qui vient introduire d'autres exceptions. Et je vais faire fi de certaines exceptions pour me concentrer sur deux conditions, en fait. C'est comme une première condition, et la deuxième, ça peut être A ou B. Donc, la première condition, c'est dans certaines circonstances spécifiques. Par exemple, où on a un contrat d'assurance qui n'a pas d'équivalent en français au Québec et qui soit provient d'un assureur étranger ou est une assurance peu répandue au Québec. Oh, ça va être le fun à définir, ça. C'est ça. Alors là, tout est dans la façon d'interpréter ces dispositions-là. Mais je pense qu'il va falloir vraiment s'attarder à la première portion qui dit dont il existe un équivalent au Québec. Hein? Une police d'assurance dont il n'existe pas d'équivalent au Québec. Ça, il y a déjà différentes interprétations de comment on le voit. Mais si on le lit textuellement, puis si on utilise une interprétation, puis encore là, ce n'est pas une opinion juridique. Mais on va trouver des équivalences pour beaucoup de choses, on s'entend. Ça ne vient pas de moi, je suis contente que tu le dises. Non, mais dis comme ça, là, puis ça, tu sais, j'avais pas conscience, moi, personnellement, justement de ces points-là, mais c'est important. Là. Tout à fait. Donc, mais l'équivalence n'est pas nécessairement signification d'acceptation par l'assureur l'autre bord. Bien, l'équivalence, là, tu sais, certains diront, j'ai pas d'équivalent, moi, comme assureur étranger en français de cette police-là. Mais ici, on dit au Québec. Donc là, ça vient apporter une nuance. Et deuxièmement, dans la deuxième condition, hein, qui est un ou l'autre, c'est-à-dire qui est émise par un assureur étranger, bien ça, cette condition-là va être rencontrée par plusieurs acteurs de l'industrie. Mais il y a l'autre condition qu'il ne faut pas oublier et qui est intéressante, selon moi, une assurance qui est peu répandue au Québec. Hein. Il y a toujours une certaine évolution. Si on parle d'il y a 12 ans, il y avait peu d'assurance cyber. Hein? Si on parle, par exemple, des produits très, très nichés, comme une assurance responsabilité pour l'opération d'un montgolfière, bien, je veux dire, ça se peut qu'il y en ait juste une police qui vienne des États-Unis puis qu'elle soit juste en anglais. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais il va falloir les qualifier à un certain moment. Qu'est-ce qu'on veut dire par peu répandu? Tout à fait. Puis ça va être un beau défi aussi dans l'industrie là, d'appliquer ça. Mais quant à moi, bien, ma recommandation demeure de continuer là, d'obtenir, de préparer puis d'obtenir des versions françaises des polices. Surtout que dans le domaine de l'assurance, on a une pénurie de courtiers, puis on a une pénurie de représentants certifiés. Mais des traducteurs, c'est pas vraiment une profession qui est en vogue, là. Et des bons traducteurs en assurance, il y en a peu. Et moi, je me considère vraiment choyée d'en avoir. Au bout de la ligne, pour nos clients, les clients, ils veulent comprendre leur contrat. C'est pas qu'ils comprennent pas l'anglais. Ben, c'est ça. Mais on peut jamais être aussi bien comprendre quand c'est pas notre langue maternelle. Ça, c'est certain. Là où je trouve ça un petit peu... Tu sais, je comprends là, les gens de l'industrie qui lèvent le ton un peu. Je les comprends parce que, tu sais, si tu le sais là, que ton client il est anglophone, là, pourquoi tu aurais besoin de lui présenter c'est ça, exact. Dans des cas comme ça, bon, bref. Je pense que ça, c'est le débat politique qu'on va tenter de limiter, mais je pense qu'on aura la chance de s'en parler... ça va me faire après l'enregistrement, disons. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, comme je viens de dire, ce sont tous des sujets qui sont d'actualité, qui sont nouveaux,
Puis moi, c'est une discussion autour de la table, là. C'est pas des opinions Absolument. juridiques là, que je rends. Et ça reste un projet de loi, donc on attend Exactement, la version finale. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, toutes ces nouveautés. Vraiment. Je pense que ça fait pas mal le tour des sujets qu'on voulait aborder. En fait, il y en avait probablement d'autres. On avait d'autres, mais écoute, je veux dire, regarde, on aurait pu, je pense, même s'étendre un peu plus sur ceux qu'on a parlé. Bref, je te remercie beaucoup. C'est très apprécié que tu nous aies accordé tout le temps. De la préparation également, pour pouvoir venir parler avec nous. Je pense que c'est... Puis c'était le fun de t'avoir pour parler de ces sujets-là, parce que tu es une fille pétillante, passionnée, puis merci. ça l'aide à... On devrait faire un part 2 bientôt, me semble. Ça... Là, il faut que je m'en garde un petit peu pour mon travail, pour les questions absolument. qui vont m'être posées. Oui. Puis merci à vous, parce que moi, là, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, j'ai beaucoup à cœur l'industrie, je m'implique beaucoup, puis je pense que ça passe beaucoup par la formation, et je pense... Et ça, c'est un sujet en soi, là. Les enjeux pour la responsabilité civile des courtiers dans le cadre de l'application de toutes ces nouveautés-là, c'est majeur. Et puis, tu sais, la COVID, là, ça a amené un paquet de choses, dont l'augmentation des coûts, par exemple, en construction, les changements climatiques aussi qu'on a. Donc là, c'est comme si on avait fait la lumière sur plein de choses, puis là, on voit les cracks, là, puis on se dit où est-ce qu'on s'en va? L'inflation, le coût du gaz, tout ça. Ça va avoir un impact direct sur l'évaluation du risque des entreprises, de l'assurance en entreprise. Et de plus en plus, les courtiers vont devoir être aux aguets puis se doter d'outils pour pouvoir bien conseiller leurs clients. Donc, je pense que ça, en plus de tous les changements qu'ils ont subis, ils vont avoir besoin d'être conseillés, puis encadrés, puis d'avoir des personnes qui connaissent ça autour d'eux là, pour pouvoir bien orienter dans leur travail, puis dans leur propre devoir de conseil et d'information. Je trouve ça bien parce que tu réponds à la question que je voulais te poser pour la fin. Ah, pour vrai? Oui, OK. Je voulais te demander un peu un conseil pour des gens qui débutent dans l'industrie. Puis, regarde, je pense que tu nous as offert la meilleure réponse qui en soit, en fait, là, qu'on doit rester alerte, qu'on doit connaître qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on distribue. Bref, je suis content que tu aies accepté de venir nous voir aujourd'hui. Bien, merci à vous. C'était vraiment super intéressant comme formule. En terminant, si les gens aimeraient te rejoindre, de quelle façon Bien, en fait, le site web de Delegatus, mon adresse courriel, ndurocher@commercial-delegatus.ca. Certains me rejoignent aussi sur mon LinkedIn. Et puis, d'ailleurs, si ça peut intéresser des gens, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va passer, mais je suis impliquée là, dans une formation qui s'en vient très, très bientôt. Le 1er juin, on donne une formation importante à l'Association du barreau canadien sur les enjeux du nouveau règlement sur 2500 et 2503, qui va être ensuite, en fait, enregistré et qui sera disponible sur le site de l'Association du barreau canadien, Division Québec, Assurance et litige civil. Et on a réuni, en fait, moi, je vais être la modératrice, mais on a réuni des grands penseurs de cette question-là, dont un avocat chevronné en la matière, John Nichols de chez Clyde & Co., et des courtiers de chez Hub et de chez Marsh, qui sont des courtiers spécialisés en responsabilité civile, dont Jannick Lachance, Lou-Martin Richer. Lou-Martin, qui est un avocat, en fait, et médiateur là, en assurance. Donc, ça va être super intéressant. Et si les gens sont intéressés à avoir le point de vue de spécialistes chevronnés en la matière, ça serait intéressant qu'ils puissent visionner. La question d'approfondir encore plus, je pense, le sujet d'aujourd'hui. Pour terminer, je veux remercier nos partenaires qui rendent possible, en fait, notre deuxième saison d'accidents de parcours. Premièrement, Primaco qui est notre partenaire principal cette année. Également la Banque nationale. On a CRU, système de gestion téléphonique pour les cabinets de courtage principalement. Et également la Coalition qui est un nouveau partenaire avec nous cette année. Absolument. Donc, encore une fois, un gros merci. Puis au plaisir de reprendre la discussion lors d'un prochain épisode sur un sujet connexe. Avec plaisir. Merci. Merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes.